qui impose de mettre en œuvre ce que le Conseil définira pour ce que nous avions dit en fin d'année dernière, que j'avais partagé avec les partenaires, parce que le temps est venu. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous allons, avec nos partenaires engagés à nos côtés, mais aussi avec les pays de la région, parce que j'ai toujours eu ce souci de les associer et de travailler avec eux, tirer les enseignements de ce qui a fonctionné, notamment les évolutions que nous avions impulsées justement à Pau puis à N'Djamena, mais tirer aussi les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains, qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre d'EUTM. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Et je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. Ce nouveau cadre préservera nos engagements auprès de nos partenaires engagés à nos côtés dans la force Takuba et dans l'opération EUTM, qui devront poursuivre leur montée en puissance. EUTM sera un des éléments de la formation de toutes les armées partenaires et Takuba sera le pilier de cette force de lutte contre le terrorisme. Les armées françaises en seront évidemment la colonne vertébrale, mais elles seront complétées par les forces spéciales des armées de la région partenaire qui le souhaiteront et le pourront, et évidemment par les forces spéciales de nos partenaires européens, beaucoup d'entre eux s'étant déjà engagés à nos côtés dans ce cadre. Ces évolutions, nous allons les travailler dans les prochaines semaines. Elles seront présentées dans le cadre de la coalition pour le Sahel que nous avons mise en place lors du sommet de N'Djamena et qui se réunira justement très prochainement. Et j'aurai à les présenter dans les détails à la fin du mois de juin. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Excusez-moi. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 11 juin 2021. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'intervention de M. Macron, voilà, le président de la République démocratique de France, c'est ce qu'il faut souligner. Je me présente, alors Djoubian sur le net, panafricain convaincu, et puis accessoirement spécialiste de la France. Alors, évidemment, tous les observateurs avisés ont compris que c'est un tour de passe-passe. Hein. C'est-à-dire que M. Macron annonce quoi? Il dit que voilà, il est question de un repli tactique, en fait. Bon, il dit pas ça comme ça, mais en tout cas, il dit que les activités de l'armée française seront suspendues, par exemple, dans certains pays. Là, en l'occurrence, ce dont il s'agit, c'est le Mali et la République centrafricaine, avec le président Touadéra. C'est un très, très grand monsieur qui a une conscience politique très prononcée. C'est ce qui manque à beaucoup de dirigeants comme les Macky Sall, les Alassane Ouattara, les Sassou Nguesso et tout ça. Ils n'ont aucune conscience politique. Voilà. Ce sont des hommes d'affaires et donc ça n'a rien à voir avec la politique. Et ils sont là pour servir les intérêts de la France, malheureusement. Bon, donc en fait, de quoi s'agit-il? La France veut continuer, je dis bien, veut continuer à se moquer de l'intelligence des Africains. Elle n'a pas compris que son logiciel est fatigué et que par conséquent, il est question de passer à autre chose. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'essence même de son existence est fondée sur le pillage des richesses de l'Afrique depuis des siècles. Donc on arrive à un tournant qui est très intéressant parce que aujourd'hui, elle a affaire aux enfants, aux petits-enfants des Patrice Lumumba,
des Kwame Nkrumah, des Modibo Keïta, des Ahmed Sékou Touré, voyez-vous, des Barthélemy Bokanda, des Sylvanus Olympio, voilà, pour ne citer que ceux-là, hein, comme je cite d'habitude dans les pères de l'indépendance. Bon, écoutez, c'est un pays, je vous dis, que j'ai surnommé depuis fort longtemps, je dis ce sont des magiciens. Et un magicien, comme vous savez très bien, il fait des tours. Alors simplement, je dis, quand on est beaucoup plus jeune, c'est amusant, mais quand on arrive à l'âge adulte, ou en tout cas quand on a compris que ce sont des tours, eh bien, moi je ne rigole plus, et puis comme beaucoup d'Africains aussi ne rigolent plus. Pourquoi? Parce que l'enjeu est énorme, l'enjeu est trop important pour que j'allais dire on s'en accommode ou on s'en amuse. Non, non, non. Il est question aujourd'hui que les bases militaires françaises ferment définitivement. Et donc j'en appelle aux dirigeants africains, notamment les deux pays là qui sont les piliers de la souveraineté, enfin en tout cas la libération des pays africains en zone francophone. Moi qui avais pensé, il fut un temps, que la France-Afrique est née en Côte d'Ivoire avec M. Félix Houphouët-Boigny, eh bien symboliquement, ce serait bien que la France-Afrique meure en Côte d'Ivoire. Or, ce n'est pas le cas. La France-Afrique est en train de mourir actuellement avec le président Touadéra en République centrafricaine, et puis avec les militaires, le président qui est président maintenant, il a été investi, Goïta, vous voyez? C'est extraordinaire. Alors j'espère qu'il va prendre la graine, où il a pris vraiment quelques leçons auprès de Jerry Rawlings qu'il a pu rencontrer avec ses camarades là de lutte. Voilà, hein, c'est très important, parce que Jerry Rawlings, c'est l'exemple, hein, à l'instar de Thomas Sankara pour la zone francophone. Vous comprenez? Donc la France, là, qu'est-ce qu'elle nous fait comme coup? C'est de dire j'y vais pas. Et je dois dire que j'en profite pour féliciter Madame Yamb, hein, qui est une dame très brillante, très intelligente. Et ces derniers temps, elle a décidé de faire des versions anglaises. Elle avait commencé d'abord par sous-titrer. Voilà, elle a fait des sous-titres au départ. Puis là, maintenant, là où elle est vraiment extraordinaire, hein, elle est remarquable. Et puis... ben écoutez, très pointu, hein, très pointu. Elle fait d'abord la version française dans ses vidéos, et puis après, deuxième partie, elle passe à la version anglaise. Mais ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser en fait aux interventions de l'ambassadrice Chiombori, qui est originaire du Zimbabwe. Or, ces derniers temps, je ne sais pas, j'espère qu'elle continue toujours à faire ses vidéos, mais en tout cas, ça fait un moment que j'ai plus de vues là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que Madame Yamb, là, Nathalie Yamb, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Parce que les frères anglophones, ben, du coup, ça leur permet facilement de comprendre la servitude volontaire qui règne en Afrique francophone. Voilà, les zozos, là, comment j'allais dire, les incapables, voilà, les aliénés, voilà, c'est ça mes trois mots là, aliénés, complexés et puis corrompus. Voilà, la zone francophone, on détient hein, le flambeau, j'allais dire, si on fait un classement mondial, c'est clair, hein, Afrique francophone là. Donc, la France, en fait, elle est dans une situation où il y a deux forces qui sont en train de la faire partir. Même si là, elle a un mal fou, mais elle va finir par partir parce qu'on ne lâchera rien, puisqu'on est à défendre nos droits et c'est les plus, j'allais dire, légitimes. Hein. Les deux pressions, c'est quoi? Ben, c'est la pression de la rue, la pression du peuple, la pression de la jeunesse. Et puis d'autre part, il y a, comment dire, les dirigeants comme le président Touadéra ou les militaires au Mali, avec le soutien évidemment des Russes. Voilà. Mais moi, quand Macron avait annoncé que la France allait se retirer d'une certaine façon, je me dis en fait, ça m'a fait penser tout de suite, vous savez, aux documents animaliers, parce que j'adore moi les documents animaliers. Ben, les services secrets français, ils savent tout. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. Voilà. Ils savent tout, peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup de choses. Ils en savent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est leur travail, ils bossent 24 heures sur 24. Bon, et puis ils sont d'ailleurs bien payés. Bon. Eh bien, sachez qu'ils ont l'information, à savoir que ben, c'est difficile pour eux dans ces deux pays-là. Et que les Russes, qui viennent en plus en renfort, les choses se confirment de jour en jour, de semaine en semaine et de mois après mois, eh bien, la France a décidé, en fait, elle fait allégeance, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai dit, je pense aux documents animaliers. Vous savez, les animaux, ils ont leur périmètre. Ils ont ce qu'on appelle habituellement, en fait, voilà, je dis leur périmètre, il y a l'expression là qui m'échappe, mais en tout cas, c'est très très connu chez les animaux, voilà, ils ont leur plate-bande, ou alors les Français, ils disent leur précaré d'ailleurs, ils utilisent le thème de précaré, alors ça ramène aussi à la sphère animale. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je pense que la France fait allégeance aux Russes parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas faire le poids vis-à-vis de quelqu'un comme Vladimir Poutine qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Hein. Eh bien oui, allégeance, il faut regarder les animaux, surtout
les fauves, là, c'est-à-dire que ce soit les lions, les panthères et tout ça, eh ben, quand il y a le plus puissant, le plus fort qui est là, eh ben, il faut allégeance. Voilà. Et c'est ce que la France... Pour moi, quand je pense, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Elle fait allégeance, c'est-à-dire que la courbette, voilà. Alors, tout ça, c'est imagé, hein, mais il faut bien comprendre. Donc, tant qu'elle avait affaire qu'aux Africains, elle fait son malin. Mais là, maintenant, quelqu'un comme le président Touadéra, qui a une conscience politique, encore une fois, je vous le rappelle, il est très, très intelligent, ce monsieur. Voilà. Et puis, il est d'une simplicité extraordinaire. Quand j'ai appris qu'il continue à donner des cours dans son premier mandat, hein, parce qu'il est professeur de mathématiques, hein, très qualifié, eh ben, il allait à l'université malgré son titre de président pour donner des cours. Bon, ça rappelle un peu aussi un certain Mamadou Coulibaly en Côte d'Ivoire qui, quand il était ministre ou président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il avait continué à donner des cours. On a ça, les images sur Internet. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont très simples et puis qui sont dotés, comment dire, d'une intelligence pour servir l'intérêt général. Voilà, c'est surtout ça, hein, le service de l'intérêt général. Et c'est ceux qui font de la politique, ce que j'appelle au sens noble du terme. Donc la France, elle veut essayer de nous embrouiller comme elle a l'habitude, hein, parce que il faut bien comprendre. Là, quand on est avisé, quand on observe la situation politique, on voit que ce qu'a fait M. Macron pour le franc CFA, avec l'aide et le concours de M. Ouattara, hein, le nègre de maison, le nègre de service, voilà, qui a battu le record en matière de servitude par rapport au Houphouët-Boigny. Hein. Non, franchement, quand je fais la comparaison avec Houphouët-Boigny, lui, à plat de couture, il a battu Houphouët, là. C'est clair, il faut dire les choses. Donc, c'est le même coup, hein, avec le franc CFA, avoir usurpé les échos, là, hein, eh ben, il fait pareil pour la question militaire. Eh oui, c'est-à-dire qu'il veut nous faire croire que la France va partir, alors que non, ils n'ont pas l'intention. Donc, ce qui les fera partir, mais c'est tout simplement continuer la pression avec les manifestations de rue, hein, aller devant les ambassades de France, bien entendu, voilà, il ne s'agit pas de casser quoi que ce soit, mais il s'agit de se mobiliser et de ne rien lâcher, avec toutes les pancartes là, qui montrent bien qu'il est question de solliciter l'aide et l'assistance des Russes. Voilà. Et quand on regarde les médias français, TV5, RFI, France 24, eh ben eux, rares sont les fois où ils montrent les manifestations populaires, hein, que ce soit au Mali ou, comment dire, en République centrafricaine. Alors que les gens en ont ras-le-bol, les gens en ont marre de la France, en disant que ça suffit. Hein. Le peuple noir, le peuple africain, là, en l'occurrence, vous a aidé à travers votre histoire, et en retour, on n'a que le pillage, on n'a que le mépris, on n'a que, comment dire... je vous dis, l'élite française, je continuerai à le dire, hein, parce que j'y crois profondément, c'est l'élite la plus raciste de tous les Blancs, hein, tous les Occidentaux, tous les leucodermes. C'est les plus racistes. Mais en l'occurrence, surtout, ils sont négrophobes. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Africains. Ils font juste de l'apparence. Et des gens comme Alassane ou des gens comme Macky Sall et compagnie, en réalité, ils sont tolérés, et encore là, je mettrai entre guillemets. Parce que je me souviens, le président Abdou Diouf, mais il avait été humilié il y a quelques années. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'était au Canada ou aux États-Unis, à l'aéroport. Voilà, ils l'ont mis à poil. Voilà, ils l'ont fouillé. Alors que c'est un ancien président. Vous vous rendez compte? Et je me dis, mais hormis les Noirs, hormis les Africains, à qui on peut faire ça? Dites-moi. Moi, je suis toujours curieux. Envoyez-moi les commentaires. Voyez-vous? Donc là, pour moi, toujours pareil, je donne mon sentiment. Je dis, je pense que la France qu'il fera le plier, c'est les manifestations là, qui doivent être sans relâche, en permanence, devant l'ambassade de France. Et puis, dans les grandes artères, brandir les drapeaux russes pour dire que la France dehors. C'est tout. Vous avez fait assez de mal comme ça. Et vous allez remarquer que jamais il parle du bilan. Alors qu'il est question de faire le bilan. C'est-à-dire que l'armée française qui s'est installée là-bas depuis des décennies, avec des accords militaires qui sont juste au bénéfice de la France, hein, qui n'a aucune, comment dire, aucune charge au sens de vie de responsabilité, voilà. C'est-à-dire que les militaires français, ils commettent des actes là-bas et on ne peut pas les poursuivre parce que dans ce qui est rédigé dans ces contrats-là qui sont mis en place par la France, les relations qu'elle entretient avec les pays africains francophones, eh ben, les militaires français sont protégés et c'est peu que de le dire, voyez-vous. Donc les viols, comment on appelle ça, les trafics, les pédophilies, tout ça. On en a eu la preuve il y a quelques années déjà en République centrafricaine, et il n'y a pas que là-bas, dans pas mal de pays où ils sont installés. Vous voyez? Donc on nous dit quoi? On nous parle de plus de 5100 personnes. Bon, là c'est de la théorie, dans la pratique il y a beaucoup plus, hein, sans compter les civils là, hein, qui sont des agents secrets, qui sont des services secrets, qui traînent. Hein. Et puis, il y a 11 bases militaires. Vous vous rendez compte? Mais ici en métropole, ils seront utiles, bien entendu. Parce qu'il y a des gens qui traînent dans la rue, non, qui dorment dans la rue. Et c'est toujours le paradoxe de la France. Je dis, mais où est-ce qu'ils mettent le pognon? C'est-à-dire que les 440 000
voilà, 440 milliards plutôt de francs, enfin d'euros plutôt, excusez-moi, là je bafoue parce que moi les chiffres c'est là où je suis pas trop fort, les 440 milliards d'euros qu'ils prennent chaque année sur ces pays-là, mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est la question qui doit être posée en permanence. Et puis quand ils disent que voilà, ils suspendent aussi l'aide ils accordent, une aide budgétaire qu'ils accordent à la République centrafricaine, qui n'est même pas à 1 milliard, hein, qui est des centaines de millions, mais je dis, mais les 440 milliards, là, qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, mais c'est incroyable, hein. Comment on fait? Et les gens qui ont poursuivi des études, qui ont des diplômes à ne pas en finir, en économie, en droit, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils branlent, hein? C'est juste des aliénés, des complexés, des corrompus. Et c'est grâce à... Enfin, c'est à cause de tous ces gens-là, cette situation-là, hein, en train de se battre. Hein. Là, je vais en profiter aussi pour parler de Simo, là, Philippe Simo, le jeune Camerounais, là, qui fait dans l'entrepreneuriat. Je dis, mais tant qu'il parle de l'entrepreneuriat, il n'y a rien à dire. Mais il veut venir de temps en temps sur le terrain politique, et là, il dit zéro. N'importe quoi. Reste sur le terrain, comment dire, là où tu maîtrises, hein, l'entrepreneuriat. Viens pas sur le terrain politique, parce que là, quand tu arrives là-bas, on voit que tu bafoues, tu dis n'importe quoi. Vous voyez, j'ai vu un peu sa vidéo où il commentait sur justement le discours de Macron pour le... enfin non, il a plutôt parlé du fait que le président rwandais, hein, Kagame, qui est beaucoup plus digne que tous les autres chefs d'État, hein, il a envoyé son ministre pour aller recevoir Macron. Mais ça n'a l'air de rien, alors que c'est hyper important, puisque les autres en sont incapables. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les Sassou Nguesso, les Paul Biya. Qui est-ce qui peut envoyer son ministre pour aller le recevoir? Mais ceux qui vont faire le malin, je dis, mais si tu commences pas par ce qui est pas trop fort à faire, c'est le plus facile, si tu n'arrives pas à faire le plus facile, ce serait étonnant que tu puisses faire le plus difficile. Les choses sont claires. Voyez-vous? Donc j'ai aussi un frère là, avec qui j'ai échangé, parce qu'il me disait, oui, toi tu n'es pas un panafricain parce que tu dis du bien enfin, de Kagame. Je dis non. Moi, il ne s'agit pas de dire du bien de Kagame. Ce que je dis simplement, je dis l'énergie que vous mettez à critiquer Kagame, eh bien moi, cette énergie-là, je préfère l'utiliser pour critiquer tous les hommes et les femmes politiques africains en général, et en particulier les hommes et les femmes politiques du Congo RDC. Voilà. Parce que je dis, la mort de Patrice Lumumba, elle a servi à quoi? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle a servi à rien. Et c'est ça qui me fait mal au cœur, et c'est trop peu que de le dire. Et c'est à cause de ça, je dis non, il est hors de question que je mette mon énergie à, comment on appelle ça, à critiquer Kagame, alors que la nature a horreur du vide. Vous avez compris? Kagame, il occupe l'espace vide. Voilà, j'ai déjà parlé de ça, mais je me dis, mais c'est quand même simple à comprendre, mais ils sont dans une situation où, à ce niveau-là, je suis désolé, ils sont perturbés, c'est clair. Mais oui, alors que je fais un raisonnement de bon sens. Je dis, mais au nom de quoi Patrice Lumumba, et d'ailleurs, on a annoncé que sa famille va bientôt avoir, avant la fin du mois de juin, sa dent. Vous vous rendez compte? Donc ce monsieur, hein, le monde entier est témoin de ce qu'on lui a fait, hein, ce qu'il a subi comme, j'allais dire, il a été torturé, il a été des supplices et tout ça avant qu'on le tue, avant qu'il le tue, et puis que son corps soit dilué dans l'acide, enfin, mais non, mais la barbarie, elle a atteint un niveau, mais c'est incroyable. Donc ce monsieur, je dis, il a fait sacrifice, hein, de sa vie pour que les générations de Congolais puissent bénéficier de la richesse du Congo. Or, qu'est-ce qu'on constate? Tshisekedi, au moment même où la jeunesse africaine demande de sortir de la France-Afrique, lui, il est en train de frapper à la porte de la France-Afrique. Complexé qu'il est, quand je le regarde à côté de, comment on appelle ça, Macron, il est venu ici pour j'allais dire, le sommet France-Afrique, là. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui fait que je dis non, j'ai pas le temps d'aller m'attarder sur Kagame. Par contre, je dis, l'énergie que vous prenez pour le critiquer, ben, prenez cette énergie-là, excusez-moi, pour critiquer les hommes et les femmes politiques congolais. C'est clair. Ah oui, ils branlent rien. Ils branlent rien. Tout ce qui les intéresse, c'est la cupidité. C'est comment faire pour occuper des postes, hein, avoir des avions de voyage gratuits, venir faire les courses ici en Occident, et puis n'importe quoi. Voilà, pour moi, les choses sont claires. Ah ben oui. Non. J'ai dit, tant qu'à faire, eh ben, commençons à balayer devant chez nous, à savoir que, est-ce que vous voulez dire que Kagame, ce qu'il fait, est pire que, justement, l'attitude des gens comme Alassane Ouattara? Parce que moi, les jeunes qui meurent dans la Méditerranée, eh ben, c'est parce que les gens comme Alassane Ouattara, la politique qu'ils mènent, la politique d'allégeance vis-à-vis de la France, la politique de la servitude vis-à-vis de la France, les gens comme Macky Sall, c'est pareil, les gens comme Sassou Nguesso, hein, qui encore? Bon, Idriss Déby, lui, il a été éliminé parce que, voilà, il remplissait plus leur contrat. Vous voyez? Donc les choses sont claires pour moi. Alors il faut arrêter à chaque fois de perdre notre temps dans quelque chose comme ça qui est du domaine du bon sens. Voilà. Il ne s'agit pas de dire que Kagame était un enfant de cœur, mais il s'agit simplement de souligner que les autres à côté, mais, ils branlent rien. Voilà. Là j'ai regardé un petit peu là, le frère Kémy par rapport à Idriss Déby. Il a dit la différence Idriss Déby et le colonel Kadhafi, c'est que Kadhafi, quand on l'avait assassiné, mais les Libyens ils avaient un niveau de vie très élevé. Voilà, ils avaient un très très bon niveau de vie. Or là, prenez le Tchad, alors que le Tchad n'est pas pauvre, hein. Le Tchad a du pétrole, il a plein de richesses. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Vous avez 0,0001% des gens là qui s'accaparent tout, et puis le peuple, 99%, 99,
99,99%, eh ben il n'a rien. Il n'y a rien. La pauvreté absolue. Les gens meurent de faim. Les gens, ils ont rien pour se soigner. Et tout ça. Moi, quand je pense à tout ça, je dis, il est hors de question. Je vais d'abord aller m'attarder sur ces gens-là, hein, qui, normalement, devaient remplir leurs obligations. Mais non, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus plutôt pour servir la France. Et bien, c'est eux qui vont m'intéresser plutôt que de dire que oui, Kagame, c'est un nazi. Kagame, il a dissimulé n'importe quoi. Je dis encore, tant qu'à faire, il faut aller attaquer les Américains et puis les Français, les Occidentaux. Parce qu'ils travaillent pour eux. Donc, pourquoi vous voulez vous attarder sur un lampiste? Enfin bon, bref. Donc, je veux dire, il est pas pire, il est pareil que les autres. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Il est pareil que les autres. Et puis même, j'allais dire qu'il y a une certaine dignité là. Voilà. C'est ça qui les distingue des autres, justement. Parce que eux, ils sont dans la servitude et puis il n'y a aucune dignité. Alors que lui, il est dans la servitude, mais il y a au moins une petite dignité. N'importe quoi, franchement. Non, mais il faut reconnaître là quand on fait une erreur d'appréciation. Bon, alors bref. Donc, pour revenir sur le retrait de la France, j'ai dit, il faudrait que les militaires maliens, hein, qui sont au pouvoir, le président Koïta là, et puis le président Touadéra, ben, dites chiche à la France. Eh bien, on va rompre définitivement toutes nos relations. Hein. Relations politiques, relations économiques et relations militaires. C'est-à-dire même surtout militaires. Ben oui, bien entendu. Parce que j'ai toujours dit, je dis que si les bases militaires sont fermées, vous allez voir que le franc CFA va suivre. Là aussi, pareil, c'est mon bon sens. Parce que je me dis, regardez, quand on parle du franc CFA, il y a des colloques organisés là-bas par le Togolais. Comment il s'appelle je ne sais même plus son prénom là. Hein, l'économiste là. Kakunabuko, voilà. Mais quand il s'agit des bases militaires, mais il n'y a pas de discussion à avoir. On ferme les bases militaires. Or là, M. Alassane Ouattara, ringard qu'il est, et ceux qui le soutiennent, je ne comprends pas. Parce qu'il a inauguré, là, voyez-vous, avec l'aide, comment on appelle, la présence de Jean-Yves Le Drian, hein, le ministre des Affaires étrangères français, ancien ministre de la Défense au moment où Hollande est au pouvoir, eh ben, il a inauguré là une école pour lutter contre le djihadisme, lutter contre le terrorisme. Mais n'importe quoi! Ce sont les pompiers pyromanes, les Français. Les pompiers pyromanes. Ce sont eux qui mettent le feu et après ils viennent jouer voilà, les pompiers. C'est ça un pompier pyromane. Les choses sont claires. Et donc là, M. Ouattara, on est au 21e siècle et ce monsieur, je dis mais c'est incroyable d'être aussi ringard parce que tout ce qu'il fait comme démarche politique, mais c'est des trucs qui sont restés au 20e siècle. Ah ben oui. Ah oui, c'est clair. Et là, il insulte l'intelligence du peuple africain et du peuple ivoirien en particulier. Évidemment, évidemment. Voyez-vous? Donc les choses sont claires pour moi. Hein? Ah ben bien entendu. N'importe quoi. Inaugurer une école. Et là, il est content de lui. Hein? Je vous règle les images. Mais c'est incroyable. Et là, il n'est même pas en train d'inaugurer ça avec, comment dire, son homologue. Il inaugure ça avec le ministre des Affaires étrangères. Vous voyez? Là, je dis qu'ils n'ont aucune dignité. Est-ce qu'ils vivent au jour le jour? Alors que les gens ici en Occident, eh ben, ils pensent à long terme. Et quand tu penses que ces gens-là, ils ont été formés ici pour la plupart, tu te dis, mais à quoi ça servit? C'est-à-dire qu'en fait, au point de vue de la philosophie de vie, c'est de dire, voilà, j'ai eu mes diplômes, et j'ai eu un certain niveau, et bien là, maintenant, j'ai ma petite vie, je vais vivre... mais non, mais c'est trop léger, mon Dieu. Ah mais non, mais franchement, quand j'y pense, je me dis, mais c'est pas possible d'être comme ça. Voilà. Donc là, on est dans une chronique de la fin de la France-Afrique. Et les deux pays pivots en la matière, c'est la République centrafricaine et puis le Mali. Et les autres vont suivre, vous allez voir. Parce que depuis des décennies, la France, qu'elle faisait quand elle assassinait les pères de l'indépendance, quand elle assassinait le colonel Kadhafi ou elle assassinait le capitaine Thomas Sankara, c'est simplement parce que, ou là en dernier, elle a assassiné l'autre qui a collaboré avec elle. Hein. Je suis de la Idriss Déby. C'était un vrai mercenaire au service de la France pendant 30 ans. Les choses sont claires pour moi. Je ne vais pas en démordre. Donc, eh ben, je dis, elle fait ça pour qu'il n'y ait pas, comment dire, que ça ne fasse pas boule de neige, qu'il n'y ait pas d'exemple. Enfin, en tout cas, elle fait ça pour servir d'exemple en disant aux autres, vous allez voir, voilà ce qui vous attend. Et vous avez vu dans ses propos, M. Macron, le culot qu'il a, quand il dit oui, les pays, et ça, c'est pas nouveau, hein, si vous regardez même le discours de Hollande, le discours de Sarkozy, Sarkozy c'est encore pire, mais vous regardez eux tous leurs discours, tous les présidents français, ça consiste en fait à humilier les dirigeants africains, mais que eux, ce qui est important pour eux, c'est leur confort. Voilà, c'est le fait d'avoir de l'argent, le fait de pouvoir avoir de grands châteaux, des grosses bagnoles, de voyager gratuitement dans les avions, les jets privés, tout ça, voilà, c'est suffisant. Et donc les dirigeants français peuvent les insulter en permanence, c'est pas grave, voilà. Vous voyez, parce qu'il dit quoi? Il dit que la France, elle est là toujours parce que les pays concernés, hein, prenons l'exemple des G5 Sahel, là, ben, les dirigeants sont incapables de faire le nécessaire. Il le dit là, dans son truc de 3 minutes là. Vous vous rendez compte? Mais ça, c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est la démonstration du mépris le plus profond, je vous dis, des dirigeants français vis-à-vis des Africains. Voilà.
C'est mon témoignage aujourd'hui en ce qui concerne là le retrait des bases militaires françaises. Et j'ai dit, il faut que les présidents concernés, déjà les deux pays, le Mali et puis la République centrafricaine, qui disent chiche à Macron. C'est-à-dire que, ça y est, dépêche-toi maintenant, on va tout fermer. On va rompre même nos relations politiques, relations économiques, relations militaires. On va tout rompre. Et puis culturelles aussi, parce que la francophonie, vous voyez, ça aussi c'est au service. J'allais dire, mais la francophonie, en fait, c'est le pompon. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, voilà, pour moi. C'est la qualification que j'apporte. La cerise sur le gâteau, c'est la francophonie. Voilà, a berné les Africains depuis des décennies. Et là, maintenant, la nouvelle génération a tout compris. Et ils sont là en perte de vitesse et ils font n'importe quoi. C'est terminé. Voilà, on lâche rien parce que nous sommes dans nos bons droits. Et le moment est venu que les richesses de l'Afrique appartiennent aux Africains. Les richesses du Mali appartiennent aux Maliens. Les richesses de la République centrafricaine appartiennent aux Centrafricains. Voilà, les choses sont claires. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Merci à vous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien.